Bonjour, il me fait plaisir de me joindre à vous en ce début de campagne dans la circonscription de Lévis. J'aimerais remercier tous les militantes et les militants qui s'y joignent, et en particulier Georges qui a accepté de prendre le relais et de se présenter pour Québec solidaire. Le rôle de Québec solidaire est fondamental au Québec, il est fondamental à Lévis. Nous voulons construire une société équitable, une société solidaire, une société où, comme le dit Manon, nous voulons prendre soin les uns des autres et les unes des autres. Il est donc essentiel que notre voix s'ajoute à celle de tous les autres dans tous les comtés et que nous rejoignions nos concitoyens et nos concitoyennes. Actuellement, dans le monde, le message de prendre soin les unes des autres est loin d'être le message dominant. On cherche plutôt à accroître la compétition. On cherche à prendre un pouvoir, pour le privilège que cela donne à certains, plutôt qu'un privilège à partager entre nous tous, entre tous les citoyens et toutes les citoyennes, et en prenant soin particulièrement de celles et ceux qui sont les plus vulnérables. Québec solidaire, c'est vraiment la voie de la démocratie. Québec solidaire doit nous inspirer. Québec solidaire, c'est notre voix. Nous devons travailler d'arrache-pied, bien sûr, pendant cette campagne, mais en se rappelant toujours que cette campagne est un morceau de plus, un pas de plus vers une plus grande solidarité, vers une nouvelle société que nous voulons construire et léguer à nos enfants, à nos petits-enfants et à nos arrière-petits-enfants. Alors je vous souhaite à tous, et je nous souhaite à tous en fait, parce que moi je suis du côté de la Gaspésie, mais je continue quand même. Alors, je nous souhaite à tous une très belle, très agréable, joyeuse campagne et de bons résultats à la fin. Merci et bonjour. Bonjour! Je sais parler plus fort. Ben, hey, je parle de toi. Bonjour tout le monde, bonjour à tous et à toutes. C'est vraiment un plaisir, un privilège que vous m'ayez invité à prendre la parole. Je suis d'autant plus heureuse que je croise beaucoup de personnes qui me rappellent des extraordinaires, merveilleux souvenirs de campagne électorale. Donc, comme vous le savez peut-être, j'ai été candidate 3 fois, en 2007, en 2008 et en 2012. 2012 ayant été une année particulièrement, disons, active. Et ça m'appelle d'extraordinaires souvenirs. Donc, je suis vraiment contente d'avoir Jean-Yves à nos côtés, qui est de la Rive-Nord, mais qui s'implique beaucoup à Lévis, qui travaille à l'UQAM ici, puis qui est un grand partisan depuis très longtemps. D'ailleurs, je reconnais plusieurs personnes, dont des candidats que je vais vous présenter, qui ont été à la fondation vraiment là, de Québec solidaire en 2006. Donc, ici dans Chaudière-Appalaches, même si le terreau est plutôt fertile pour les conservateurs, je crois qu'on peut dire quand même que le terreau est aussi très fertile pour des gens de cœur. Des gens qui, depuis le début de Québec solidaire, croient et s'impliquent, même si des fois les éléments sont un peu contraires, mais on dirait que ça renforce d'autant plus notre conviction. Les 5 candidats et candidates. Je vais les inviter à venir à l'avant à chaque fois que je vais les nommer. Mais je dirais qu'ici, il y a une caractéristique vraiment qui les allie, c'est vraiment le militantisme. Le fait d'être des militants, mais vraiment des passionnés dans chacun de leurs domaines. Et puis je pense que c'est aussi ce qui fait la base de Québec solidaire, c'est ce qui nous caractérise, qui nous distingue des autres partis. Il n'y a personne ici qui est des carriéristes de la politique. Il n'y a personne ici qui magasine pour être ministre de la Santé avant d'être ministre de la Santé. C'est assez rare. Quand on se présente pour Québec solidaire, c'est
vraiment qu'on est passionné, qu'on y croit, puis qu'on sait qu'on va être entouré d'une belle équipe aussi, de gens qui sont passionnés. Puis en fait, c'est ce que je souhaite à chacun et chacune des candidats et candidates, c'est vraiment d'avoir du plaisir. Parce qu'avant tout, une campagne électorale, c'est la rencontre des personnes, c'est de sentir qu'on fait vraiment une différence, d'être à l'écoute aussi des préoccupations des gens. Puis moi, vraiment, toutes les expériences que j'ai faites m'ont changé, je dirais, m'ont transformé pour le mieux. Puis c'est vraiment ce que je vous souhaite à chacune et chacun d'entre vous. Alors, je vais y aller dans un ordre géographique qui m'est propre. J'ai décidé de faire comme ça. On s'est dit ma tête de fois. Ça me disait, bon. Alors, j'ai commencé par Beau-Sud. Le Sud, c'est vraiment un comté qui nous est cher, à Chaudière-Appalaches. Je pense que c'est très près des États-Unis. L'enjeu est particulièrement important avec les questions économiques et les députés conservateurs qui sont aussi. Alors, je vous présente l'incroyable Diane. Connue qu'elle l'est déjà. Moi, vraiment, ma rencontre avec toi a été extraordinaire. Tout d'abord, je l'ai rencontrée parce que c'est une militante de la première heure contre les injustices liées à la pauvreté. Je pense qu'on peut le dire. Hein? Donc, Diane a travaillé beaucoup avec le groupe d'action et de réflexion en Robert Clich sur la pauvreté, comme on appelle le GRAP. Elle a aussi fait partie du collectif pour un Québec sans pauvreté, n'est-ce pas? Oui. Ça te fait faire des belles rencontres. Oui, très intéressant. Et je pense que tu es en faveur d'une hausse du salaire minimum à 15 $ de l'heure. En Beauce, le salaire minimum, je pense que c'est vraiment un enjeu qui est très important. Oui, il y a beaucoup de monde qui sont sur le salaire minimum. Et puis avec ça, beaucoup doivent travailler plusieurs jobs pour essayer d'arriver. Fait qu'ils travaillent le jour une place, le soir un autre, puis ça n'arrive pas. Donc on pense qu'une hausse de 15 $, une hausse à 15 $ du salaire minimum va vraiment changer réellement, non seulement le quotidien de ces personnes-là, mais aussi l'économie de la Beauce, va favoriser les entreprises, puis souvent peut-être même faire venir des travailleurs aussi qui seraient peut-être tentés de joindre les rangs des usines qui cherchent actuellement des travailleurs parce que le taux de chômage est très bas. On cherche beaucoup de travailleurs. C'est en fait ça. Voilà. Alors, Diane, ça fait plus de 20 ans qu'elle est en Beauce. C'est une candidate très bien enrestée dans son milieu. Je te souhaite une excellente campagne. Merci. Nord! Je suis vraiment contente de vous présenter Fernand, que j'ai connu en 2006 à la Fondation Québec solidaire, à l'Alliance avec l'UFP. Oui. Hein, quand même. Tu t'étais présenté, si je ne me trompe pas, à l'UFP. Oui, c'est ça. Candidat. Avec Madeleine qui était à Lévis, Madeleine Provencher. Donc, dans notre équipe à Québec solidaire, on est vraiment multigénérationnel, n'est-ce pas? Et on a autant les racines de l'arbre que les petites feuilles, les petits jeunes pousses aussi. Je m'en reviens par après. On est dans les racines quand même, hein? Mais des racines bien vivantes. Donc, je vous présente Fernand. Fernand est retraité de la fonction publique, donc une grande expérience dans la fonction publique québécoise. Absolument. Tu as travaillé dans quel domaine? Emploi, solidarité sociale. Ministère du Travail aussi, je crois. Oui. OK. Donc, tu connais bien les dossiers reliés à l'emploi, à la solidarité sociale. Je pense que toi aussi, tu es pas mal un militant aussi, hein? Pas mal, oui. Oh oui! C'est pas une grosse cachette. Donc, je vous présente Fernand, qui a aussi un baccalauréat en économie. Donc, nous aussi, à Québec solidaire, on a des bonnes connaissances en économie.
un petit nouveau dans le coin. De toute façon, Ah, c'est ça. Mais j'ai entendu dire que tu t'impliquais beaucoup dans le binaire, en particulier pour la forêt seigneuriale. oui, effectivement. Moi, je ne fais pas de binaire. Ah, Je ne non. connais pas la forêt seigneuriale. Est-ce que... C'est un enjeu crucial pour la région. C'est un enjeu économique extrêmement important. En fait, c'est un secteur qui est en digitalisation pour plusieurs endroits. Et le village de Leclercville, en fait, où ma maison est en train, en fait, a perdu son actif principal qui est cette forêt-là. Okay. C'est le gouvernement qui en a pris cher, qui en fait, un lieu d'expérimentation forestière. Donc, on a formé un comité, je me suis joint avec quelques membres de Québec solidaire de la région. On a formé un comité de travail sur la sauvegarde de la forêt. Et là, on m'a demandé de prendre charge de la campagne électorale. Je pense que l'idée, c'est de mettre à l'avant-plan cet enjeu-là. Oui. Donc, je pense qu'on a un militant là aussi, hein? Oui! Et j'ai entendu aussi dire que tu étais détenteur d'un diplôme de l'Université McGill en gestion des ressources naturelles et renouvelables et en sciences de l'environnement, et aussi que tu t'impliquais en opposition aux hydrocarbures. Oui. L'équipe commence déjà à être pas pire, mais attention, ce n'est absolument pas terminé. On s'en va du côté de Chute la Chaudière. Très contente de retrouver encore Olivier à cette campagne électorale. J'ai eu la chance de le voir aller dans des campagnes précédentes. Une grande efficacité, une capacité de communication hors pair. Et Olivier est aussi, quelque part, un militant, je pense, on peut le dire. Beaucoup dans les questions de relations de travail. Je crois que tu t'es impliqué dans ton syndicat, si je crois Oui, bien. parce que j'étais sur les chemins de fer, dans les syndicats, surtout dans la question de santé, sécurité, relations de travail. Oui. À ce moment-là, je me suis rendu compte que chacun pour soi, c'est un danger. C'est ensemble pour les meilleurs, c'est ensemble pour les plus forts. Collectivement, on peut se gérer mieux avec du monde en haut. Québec solidaire, je pense que ça va être ça. Quand même aussi bien les questions judiciaires, puisque Olivier et j'ai appris sténographe judiciaire. Je pense que c'est important. Ça m'a repris un tantôt pour Oui. une poignée. Donc, et tu enseignes, je crois. J'enseigne la sténotypie, justement, à la relève. On Ok. met une relève de sténographe pour qu'on est très peu nombreux. OK. On est là-dessus aussi. On a plusieurs projets. D'accord. Hein? C'est pas complet, ça, comme équipe. Diversifiée, multiple, merveilleux. Merci beaucoup, Olivier. Puis, on est rendu dans belle chance. Alors, je vous présente Benoît Comeau. Lui aussi, je le retrouve. Hein? On a déjà fait pas mal de campagnes ensemble. Mais je dois dire que Benoît, il a un petit plus. Oh, il a fait plus de 200 km en vélo, attention, lors d'une campagne électorale. Alors, moi, pendant que je faisais du porte-à-porte dans le Vieux-Lévis, quand même assez tranquille, on servait les cafés, lui, il se tapait 200 km de vélo dans Bellechasse pour être sûr de faire le plus de porte possible. Tous ceux qui connaissent bien Bellechasse savent que la question des transports dans la région est importante et puis que quand on veut faire toutes les portes du comté, il faut se lever tout le matin. Donc on peut dire qu'il connaît parfaitement bien la circonscription. Oui. Tu as déjà habité là, je crois. J'ai grandi à Saint-Laurent-de-Sandon, j'ai vécu là 17 premières années. Et tu as travaillé aussi dans la région. Oui, j'ai travaillé là de 16 à 25 ans, 10 ans. Je travaille en construction. Avec ça aussi, j'ai fait le tour de Et en plus, il a un baccalauréat en communication et médias interactifs.
il est toujours très important dans une campagne. Surtout au Québec solidaire aussi, on voit nos élus comme des porte-paroles. Je pense que la communication, c'est vrai. C'est vrai. Il ne faut vraiment pas l'oublier. Alors, merci. Et je m'excuse, c'est comme ça. J'ai fait en sorte de terminer par Lévi. Magnifique rencontre que j'ai fait récemment avec mon candidat. J'annonce que je vais voter pour lui. J'avoue qu'on ne se connaissait pas, mais ça a été vraiment une magnifique surprise. Donc, vous avez sûrement plein de questions à savoir comment il a pu arriver à être candidat à Lévis. En fait, il faut savoir que Georges travaille quand même depuis un certain temps à l'UQAR, donc à l'université ici, très implanté dans ton milieu à l'UQAR. Ça fait partie d'une commission de consultation sur les organismes. En fait, on appelait ça chantier de consultation. C'est en fait dans la construction d'une politique de développement social et communautaire de la ville de Lévis. Et donc, j'ai représenté l'UQAR dans cette commission-là. Je pense que les Lévisiennes et les Lévisiens ont consulté dernièrement. Oui, on a vu ça passer même ici au Café Mosaïque. Pour cela. Donc j'étais impliqué dans ces commissions. Et on a bien travaillé. Georges m'a appris qu'il était donc en travail social, spécialisé dans les questions relatives aux personnes âgées, je crois. Voilà, mais en fait, je suis d'abord sociologue. Et j'ai souvent enseigné en sociologie au travail social. Et j'ai pensé que le travail social pour un sociologue, c'était un espace vraiment indiqué pour faire sa sociologie. C'est pourquoi j'ai beaucoup, souvent travaillé dans le travail social. Et là, je pense qu'on a une belle équipe. Hein? Oui, Je vous souhaite de rencontrer le plus de personnes possible, de garder votre beau sourire, parce que dans le fond, les gens ont besoin et ont envie de se faire parler d'enjeux qui sont importants, qui les passionnent. La population est beaucoup plus à l'affût et beaucoup plus connaissante des enjeux réels politiques que ce qu'on pense. Donc, je pense qu'on peut vraiment y aller avec du contenu, puis c'est ce qui va nous distinguer, c'est ce que je vous souhaite. Merci. En même temps, on va passer donc à la partie plus substantielle, concrète. Donc, alors, vous savez, donc, au niveau du Chaudière-Appalaches, on a, avec le Québec solidaire, on a une pratique donc, de porte-parole, dans le fond, donc, un homme et une femme, donc, c'est très important pour le Parti féministe, donc, les questions d'égalité hommes-femmes, pour nous, c'est très, très important. Alors, donc, c'est Diane et Georges, dans le fond, qui sont les deux porte-parole, qui aujourd'hui, en fait, vont vous présenter un peu. Ça va être quoi un peu, qu'est-ce qui va être défendu un peu, qu'est-ce qui va être porté par les candidates de Québec solidaire, dans Chaudière-Appalaches, c'est quoi les enjeux sur lesquels on va assister, puis les choses qu'on va mettre de l'avant. C'est bien ça? Alors donc, on va commencer avec Diane. Diane, on va donner un petit peu, ça te va dessus? Oui. Tu veux-tu avoir le micro, Diane? Tu vas écouter, si tu veux faire le micro, tu vas Sinon, on n'entend pas le micro, et j'aimerais mieux pas le micro. Est-ce que ça va pour... Oui. Bon, bonjour à tous. Je suis contente d'être avec vous en cette belle journée pour le lancement de la campagne électorale pour Québec solidaire en Chaudière-Appalaches. J'aimerais savoir d'où viennent les gens. Est-ce qu'il y a des gens qui sont de l'extérieur de Lévis ici? Oui. Oui? Alors, on va essayer de voir d'où vous venez. Est-ce qu'il y a des gens de Bellechasse? Bienvenue! Est-ce qu'il y a du monde de Chaudière, le Chute de la Chaudière? Chute de la Chaudière, faites Presby Festival. Bravo! Est-ce qu'il y a des gens de Beauce-Nord? Beauce-Nord?
Frontenac, d'abord. Les partis sont pas Les gens de Beau-Sud. Là, je devrais vous entendre, là, parce qu'il devrait y avoir plein de monde ici. C'est la majorité du monde de Lévis. OK, merci de votre présence. On entend dire, entre les branches, que Québec solidaire, c'est un parti de ville. Plus précisément, un parti de Montréal. Mais non. Québec solidaire, pour ma part, c'est un parti pour tous les Québécoises et tous les Québécois, mais surtout un parti pour les régions et les villages. C'est dans cette optique de penser que, à tous les Québécois et les Québécoises, que l'on veut remettre en valeur les CLSC, qui sont répartis partout sur le territoire du Québec. Le système de santé, il est bon, mais quand on est à l'intérieur du système, quand on a besoin de soins, qu'on est dans le système, pas de problème. On a des gens, d'un personnel soignant qui est compétent, des médecins, des infirmières, des spécialistes, etc., qui prennent bien soin de nous. Mais vous l'aurez sûrement constaté par vous-même, le problème, c'est de rentrer dans le système. C'est d'avoir un rendez-vous pour un problème médical inquiétant, mais non urgent. Là, il faut aller prendre un rendez-vous pour avoir un 100 rendez-vous. Je comprends pas, je c'est vraiment absurde. À 5 heures du matin. À 5 heures le matin, parce qu'à 5h02, trop tard, c'est le matin. Alors, les CLSC ouverts 6 jours sur 7, 24 heures sur 24, partout, autant dans les petits coins, dans les régions, en ville, ça aiderait à régler une partie du problème si ce n'est pas tout le problème. En plus, Québec solidaire a entendu les problèmes des agriculteurs et des agricultrices qui ont des difficultés avec la spéculation sur leurs terres. Les autres partis veulent que nos agriculteurs et agricultrices deviennent des entrepreneurs. Ouais, des entrepreneurs d'entreprises agricoles. C'est pour ça qu'ils veulent, nos travailleurs. Qu'est-ce qu'ils veulent? C'est d'exploiter leurs terres pour pouvoir nourrir leurs concitoyens, leurs concitoyennes, mais pas toujours grossir au détriment de l'environnement et au profit de l'économie toujours plus gourmande de décennie en décennie. Où allons-nous à toujours produire davantage pour soi-disant avoir une bonne économie? Au cours du 20e siècle, on a industrialisé tout ce qui pouvait l'être. Puis on a cherché à faire de plus en plus de produits. On est arrivé avec des surplus de production. Il a fallu trouver d'autres marchés afin de vendre ces surplus qu'on est rendu à vendre dans d'autres pays. Puis on a appelé ça la mondialisation. Oui, mais la mondialisation, ça veut dire c'est de vendre dans tous les pays de la Terre. Je me pose une question depuis au moins 25 ans minimum. Après la mondialisation, où est-ce qu'on va aller vendre nos surplus? On est partout, là, sur tous les pays de la Terre. Est-ce qu'on va devoir aller sur Mars pour trouver des Martiens pour leur vendre nos produits? Complètement, là, je trouve que ça n'a pas d'allure, c'est insensé. Fait que, tu sais, j'ai souvent fait des excursions en montagne avec ma famille. Tout ce que je sais, c'est que tout ce qui monte redescend. Alors, pourquoi que l'économie, elle, devrait monter à perpétuité? Fait qu'il faut que nos sociétés changent et se basent sur autre chose que la croissance économique. Puis, cette production toujours plus grande, bien, ça vient interférer sur nos ressources naturelles, sur l'environnement, puis même sur notre qualité de vie. Fait que, pour
des agriculteurs, Québec solidaire propose de protéger leur capital agricole de la spéculation foncière et des accords de libre-échange, spécialement ceux qui sont contractés derrière les portes closes. Derrière les... Voyons, je suis tout mêlée. Derrière les portes closes du pouvoir financier et gouvernemental. Les accords de libre-échange ne tiennent pas compte des besoins de la population locale, mais tiennent compte de la valeur boursière et marchande des produits agricoles. Les denrées alimentaires ne devraient pas être cotées en bourse, ni faire l'objet de spéculation financière. Le prix du détail devient alors détaché de son coût de production, puis rend certains aliments inaccessibles et prive les producteurs agricoles de revenus décents. En plus de protéger ce capital agricole, Québec solidaire veut favoriser le développement de nouveaux modèles agricoles en soutenant les petites productions, en développant des organismes collectifs locaux, régionaux d'approvisionnement comme les coopératives, en aidant à l'achat d'équipements et aussi à la distribution des produits et services agricoles. Afin de favoriser la relève agricole, notamment celle familiale, Québec solidaire s'engage à créer un capital patient pour l'acquisition de terres, un meilleur soutien financier pour les personnes diplômées en agriculture qui souhaitent démarrer leurs entreprises agricoles et en introduisant plus de flexibilité dans les critères des dépenses admissibles pour la subvention de l'établissement de la financière agricole. De plus, afin de permettre à nos agriculteurs et agricultrices de souffler, nous soutiendrons financièrement et étendrons à tout le Québec les coopératives d'utilisation de main-d'œuvre partagée qu'on appelle CUMI, afin d'en faire des organismes offrant à ceux-ci des vacances, des congés de maladie et de maternité-paternité. En plus, on leur assurera un soutien psychologique et nous instaurerons des programmes de financement spécifiques pour soutenir les femmes qui veulent se lancer en agriculture. Avant de terminer, j'aimerais aussi vous parler des municipalités. La région de Chaudière-Appalaches, c'est 136 municipalités regroupées en 9 municipalités régionales de comté qu'on appelle MRC. En 2016, les municipalités du Québec tiraient en moyenne 60,3 % de leurs revenus des taxes foncières, 12,4 % des transferts gouvernementaux et 11 % de la tarification de leurs services. C'est donc en augmentant les rentrées des taxes foncières qu'il aurait le plus facile d'accroître le revenu. Mais cet urbanisme fiscal pousse les municipalités à faire quoi? À permettre la construction dans des zones inondables, à dézoner des terres agricoles, à détruire des milieux naturels riches en biodiversité, exemple, des milieux humides, parce que c'est moins payant, au profit de nouveaux développements résidentiels, d'un parc industriel ou d'un Xème centre d'achat en couronne des grands centres. Un gouvernement solidaire établira pour les municipalités un nouveau régime progressif et progressiste pour qu'elles tirent la majorité de leurs revenus d'une source autre que les taxes foncières. Pour ce faire, on allouera aux municipalités des points d'impôt sur le revenu pour remplacer les montants correspondants actuellement qui sont issus de la taxe foncière. On mettra un terme à la dépendance des municipalités à cette taxe. Fait que la répartition des montants amassés se fera sur une base nationale en fonction de critères comme le nombre de personnes résidentes ou en villégiature et sur l'étendue du territoire. Cette allocation devra viser une base uniforme des services aux citoyens et aux citoyennes sur l'ensemble du territoire.
terminer, j'aimerais parler rapidement de la forêt. Québec solidaire assurerait une gestion locale de la forêt en mettant sur pied les comités forestiers locaux qui incluront les communautés locales dans leur gestion. De plus, un gouvernement solidaire souhaiterait une gestion démocratique de la ressource et aussi en protéger, tout comme la forêt cérémoniale dans leur lumière. Et pour finir, je voudrais que vous repensiez sérieusement aux propositions que je viens de vous énumérer ce matin et qui font partie, entre autres, avec beaucoup d'autres, de tout ce que vous propose Québec solidaire pour cette élection. Toute l'équipe est disponible pour répondre à vos questions. Notre parti veut répondre aux besoins des Québécois et des Québécoises et non aux besoins des lobbyistes qui aident les autres partis dans leurs besoins financiers. Québec solidaire, le parti des citoyens, élu par les citoyens et pour les citoyens. Votez Québec solidaire! Et merci Diane. Après ce discours élogieux, je vais faire la suite. Alors, Québec solidaire, c'est un grand parti. On a tendance à nous montrer le contraire. Et dans nos régions, partout, on sent des gens qui croient, n'est-ce pas, aux valeurs, aux idéaux de Québec solidaire. Mais avant toute chose, je voudrais rendre un hommage appuyé à nos leaders, un hommage appuyé à Mme Manon Massé et M. Gabriel Nadeau-Dubois pour leur leadership et surtout pour leur sincérité dans la défense des idéaux qui sont des nôtres. Nous les voyons presque tous les jours. Ils sont au front et nous serons au front avec eux. Je vais rendre aussi un hommage appuyé pour ici à Lévis à ces candidates, à ces candidats qui ont commencé l'idée de Québec solidaire ici à Lévis et finalement en Chaudière-Appalaches. Et je voudrais parler de Valérie Billotto, qui est ici avec nous, qui est la première à porter le projet. Je vais rendre un hommage appuyé ici au docteur Bonnier, qui aussi a porté, n'est-ce pas, Yves Bonnier, qui a porté les couleurs de Québec solidaire ici et qui nous a passé le bon message que nous avons. Merci, docteur Bonnier. Merci de nous accompagner dans ce débat. Alors, le contexte dans lequel se passe cette élection, mais le contexte, nous le voyons, nous le sentons tous les jours, presque tous les jours. Et Lévis, ma foi, mais Lévis, c'est pas une citadelle imprenable. Et nous allons prendre Lévis. Nous allons prendre Lévis. Si ce n'est pas maintenant, ça sera demain. Si ce n'est pas demain, ça sera après-demain. Mais nous allons prendre Lévis. Lévis, ma foi, pour les idées de gauche, parce que nous nous revendiquons d'un parti de gauche et fiers de l'être. Et nous sommes fiers de défendre les idées de gauche. Eh bien oui, Lévis a été administré par des personnes qui ont eu ces idées de gauche et qui ont été fiers de ces idées de gauche. Et vous comprenez que je pense quand même au PQ qui est resté ici pendant un temps quand même à gouverner cette ville de Lévis. Ça reste dans l'histoire. Mais il faut se rappeler qu'à l'époque, c'était les idées de gauche. Même si ces idées de gauche, aujourd'hui, ont été traversées par ce parti, mais n'empêche que c'était des idées de gauche, et je pense, n'est-ce pas, à M. Caron. Alors, Québec solidaire, je le disais, reste fortement enraciné dans ces idéaux de gauche. Et je vais dire aussi ceci, que la campagne pour les élections présentes
déclenché il y a quelques jours, 2 jours seulement, notre grand parti va faire prendre conscience. Va faire prendre conscience de quelque chose. Va faire prendre conscience du fait que, finalement, nous avons 2 camps. Nous avons 2 camps bien tranchés. 2 camps bien tranchés. Et nous allons demander à tout un chacun, nous allons demander à tous les citoyens de penser au changement. Mais ce n'est pas un changement superficiellement, mais un changement dans la connaissance de l'offre politique des uns et des autres pour comprendre que le programme, l'offre politique de Québec solidaire, c'est une offre politique qui est totalement authentique, qui ne se retrouve pas dans les autres partis. Et, bien évidemment, vous comprenez que ce contexte est fait du fait qu'il y a le camp du libéralisme et le camp du progrès social. Le camp du libéralisme, je vais ajouter quelque chose. C'est un libéralisme sauvage. Il faut le dire qu'il s'agit d'un libéralisme sauvage. Au fond, nous sommes au Québec, nous sommes au Canada. Nous ne sommes pas contre les gens qui créent de la richesse. Nous ne sommes pas contre les gens qui créent de la richesse. Mais nous sommes contre les gens qui créent beaucoup de richesses et qui gardent ces richesses pour eux. Et que désormais, si ce sont les Québécoises et les Québécois qui leur poussent à voir cette richesse-là, eh bien, cette richesse-là doit être partagée par les Québécois et les Québécoises. Cela est très important et Québec solidaire est ici pour faire prendre conscience de ce fait-là. Et oui, je l'ai dit tantôt, il s'agit d'un changement authentique sur cette prise de conscience, évitant que notre planète globalement aille à la dérive. N'oubliez pas que Québec solidaire, l'épine dorsale de la politique de Québec solidaire, de l'offre de Québec solidaire, c'est quand même ce changement de paradigme autour, vous pouvez me dire, autour de quoi? La croissance. La croissance, mais encore. La croissance, mais encore. Le néolibéralisme. Le néolibéralisme, on est contre cela autour de la transition économique. Autour de la transition économique. Parce que c'est autour de cela, évidemment, que nous allons bâtir. Autour de la transition économique. Alors, rapidement, pour ne pas... Jean-Yves m'a dit, Georges, le temps. Alors, je vais réagir rapidement. Notre campagne sera une campagne réellement solidaire. Et mettons du sens dans les mots. Le mot de solidarité est essentiel. Les autres font usage de solidarité. Mais quand nous avons pris le nom de Québec solidaire, c'est que nous avons trouvé que la solidarité, c'est vraiment quelque chose qui est essentiel. Donc cette campagne-là, ça va se jouer au niveau national. Au niveau national, je l'ai dit tantôt, autour de cette grande politique de transition économique qui garantira, le docteur Ibroni l'a dit, tu l'as dit aussi Diane, tu l'as dit également, pour l'avenir de la planète, l'avenir de nos enfants, de nos petits-enfants finalement. Et cela est très important, c'est pourquoi j'ai parlé un peu en tout temps de la dérive dans laquelle nous sommes en train d'y aller. Donc, il y aura aussi, donc nous serons solidaires de ces idéaux, nous serons solidaires aussi de la restauration, de la défense inébranlable de nos acquis sociaux obtenus de haute lutte sur les services sociaux, sur la santé. Vous voyez très bien que, évidemment, mais comment cela a-t-il été possible que les gouvernements qui s'en sont succédés ici aient pu prendre le toupet, prendre le courage de couper les fonds dans 2 secteurs névralgiques de notre société qui sont la santé et aussi l'éducation. La santé et l'éducation, c'est impensable que des gens prennent le courage, comme ça, de couper les fonds dans la santé et l'éducation. Mais pour travailler, il faut bien être debout, non? Et quand on est malade, on ne peut pas se lever, on ne peut pas aller travailler, on ne peut pas créer la richesse. Et l'éducation, ma foi, mais les enfants, l'éducation, on ne peut pas toucher à l'éducation. Ça n'est pas possible. L'éducation devait être rendue gratuite. Et c'est ça le
Québec solidaire. L'éducation doit être gratuite. Et Québec solidaire est là, n'est-ce pas, pour défendre ses idéaux. Et bien sûr, on l'a dit, je voulais faire l'impasse là-dessus, le salaire minimum à 15 $. C'est une avancée extraordinaire. Et je pense que dans la défense de ce que nous allons faire, nous allons appuyer là-dessus. Excusez mon émotion. Alors, au niveau régional, bien évidemment, au niveau régional, nous serons aussi solidaires de nos idées. Solidaires, nous serons dans la dynamisation d'une politique régionale très, très ambitieuse de développement des infrastructures de transport entre les principales villes de Chaudière-Appalaches. Je crois que là aussi, c'est quelque chose de fondamental. Nous avons travaillé ici l'idée, n'est-ce pas, de Lévis comme la capitale des Chaudières-Appalaches. C'est une entité administrative, les Chaudières-Appalaches. C'est notre région. C'est notre région. Et constituons dans le temps Lévis comme une vraie capitale des Chaudières-Appalaches qui va dynamiser l'économie des Chaudières-Appalaches. Cela ne veut pas dire que nous allons rentrer en compétition avec Québec. Non, c'est pas ce que je dis. Et c'est tout simplement être conscient du fait que nous avons une région à développer. Solidaire, nous serons dans la défense de nos petites et moyennes entreprises dans notre région et cela aussi est très très important. Solidaire, nous serons d'une politique d'immigration. Là, je vous assure que là, ça chauffe à ce niveau-là. Moi, quand je me suis engagé dans Québec solidaire, c'est parce que Québec solidaire a dit de ne pas escamoter le débat sur l'immigration. Ne pas escamoter le débat sur l'immigration. Et vous voyez très bien que chaque fois qu'il y a une élection, l'immigration prend des couleurs. L'immigration prend des couleurs. On a entendu la CAQ. D'un côté, on crie à la pénurie de main-d'œuvre. De l'autre côté, on frappe sur l'immigration. Attendez, l'immigration, c'est quand même quelque chose qui marque notre société. L'immigration, c'est quelque chose qui marque tous les pays pratiquement. Mais l'immigration, c'est un potentiel. L'immigration, c'est un potentiel. Et nous serons là pour expliquer aux gens que l'immigration, c'est une partie de la solution, peut-être pas toute la solution, mais c'est une partie de la solution. Et quand je parle de l'immigration, je ne parle pas de l'immigration clandestine. Je parle de l'immigration choisie, qui est une politique clairement choisie ici au Québec. Et donc, nous aurons le loisir de défendre un peu ce point de vue jusqu'en Beauce, évidemment avec les problèmes d'immigration. Vous avez entendu qu'on est allé chercher les Mauriciens par vague et qu'on les a amenés en Beauce. Voilà, vous avez vu les artistes sur Agropour. Eh bien, voilà, on est allé les chercher dans les vagues et on les a emmenés ici. Donc ça, c'est quelque chose quand même qu'il ne faut pas que nous oublions. Au niveau local, je vais terminer, ne vous en faites pas. Solidaires, nous serons de deux grands projets, rapidement, deux grands projets qui finalement sont des projets locaux, mais qui sont aussi des projets aussi bien régionaux que nationaux. Je vous ai parlé de la DEVI. La DEVI, c'est un projet national. Et c'est un projet aussi qui est lié, n'est-ce pas, à notre ville, puisque la DEVI se trouve dans notre ville, ici. Et là, vous voyez où est-ce que je vais en venir. La question, je ne vais pas parler de la souveraineté, je vais parler de l'indépendance. Je ne parle pas de la souveraineté, je parle de l'indépendance. Je pense que certaines personnes ne font pas la différence entre ces deux expressions. Moi, je fais la différence entre ces deux expressions. La souveraineté, on peut vous accorder quelques souverainetés sur un certain nombre de domaines. Ça, c'est clair, mais vous restez quand même du grand chef et en haut là-bas. On attend toujours à faire des choses, il faut qu'il donne l'autorisation. Mais l'indépendance, c'est une coupure nette, comme un couvre-feu. Là, voilà. Nous avons la pleine décision sur tout ce qui nous concerne. On n'a pas à attendre qu'Ottawa nous dicte la façon de faire. Mais ça aussi, nous sommes au courant de chercher. Ça fait longtemps que nous connaissons cette idée. Il y en a qui sont déçus, qui se disent je suis député. Je parle avec beaucoup de citoyens. On est député, on ne croit pas. Mais il faut continuer à croire. On ne lâche pas la patate même quand elle est chaude. On la garde à la main. Et on avance. On ne lâche pas la patate. On la garde quand elle est chaude.
Et nous allons la garder si pas tard. Et les choses, mais nous allons la garder autour de cette notion de la souveraineté. Et l'autre point, rapidement, ce n'est pas notre préoccupation, parce qu'il n'y a pas d'intérêt aujourd'hui. C'est le fameux, il parle d'un troisième lien. J'ai mon ami Luc Desjardins qui est ici. On s'est croisés quelque part. Certains nous ont vus. Il m'a dit, mais avec Jean-Yves également, mais il parle de troisième lien. Moi, je parlerai de quatrième lien. Ah bon, dis-moi, quatrième lien. Le premier lien, c'était le traversier traditionnel. Le deuxième lien, c'est le pont de Québec. Le troisième lien, c'est le pied vers la porte. Et il serait évidemment le quatrième lien. Et à ce niveau-là, il a complètement raison. Mais pour l'instant, ce n'est pas notre préoccupation parce que les problèmes de transport, ce n'est pas un problème. Les achalandages, c'est entre un temps bien déterminé sur le pont Pierre-Laporte. Mais passé ce temps-là, il y a une fluidité sur nos routes ici. Donc si on réfléchit tout simplement à comment travailler, n'est-ce pas, ces achalandages limités dans le temps, on peut voir évidemment qu'il n'y a pas un problème qui presse, où on va encore mettre beaucoup d'argent. Et ma foi, vous comprenez très bien que la transition écologique dont nous parlons, évidemment, c'est réduire les gaz à effet de serre. Et la multiplication des routes, c'est la multiplication des voitures, c'est la multiplication des gaz à effet de serre, et c'est la couche d'ozone. Ils disent que ce n'est pas vrai. Les scientifiques leur disent que nous avons fait des études soudées, on nous a financé, on a fait des études sur des années, et voilà les conclusions. Et si nous ne changeons pas, on va vers la perdition. Ils disent non, c'est pas vrai, ils blaguent. Ils blaguent, alors que la planète est bien en danger. Alors, donc voilà un peu les programmes sur lesquels nous allons plancher au cours de cette campagne. Et bien sûr, il y a bien d'autres aussi, hein. Il y a bien d'autres. Je vais quand même terminer en disant ceci. Je vais terminer en disant, oh, le peuple québécois n'a rien à attendre en fait de ces partis-là. C'est clair, net. Hein. Soyons sûrs qu'on n'a rien à attendre de ces partis-là. Parce que la CAQ, déjà, à le vent en poupe, on parle de CAQ partout. La CAQ, la CAQ, la CAQ, la CAQ, la CAQ, la CAQ, toujours la CAQ. Mais alors, allez voir qu'est-ce que la CAQ nous propose. Les analystes font très bien leur travail. Circulez dans nos rues, vous allez voir qu'il y a des photos où on voit, d'un côté c'est La CAQ. non, pas de personne. D'un côté c'est Couillard, de l'autre côté c'est le lot. Alors ça veut dire quoi? C'est le tabac de la même pipe et bonnet blanc, bonnet blanc, bonnet blanc. Blanc, bonnet, voilà, merci bien. Voilà. Donc au fond, en réalité, la CAQ a plutôt à chercher à bien être clair dans son orientation politique. Qu'est-ce qu'il y a d'authentique dans la CAQ? En réalité, on ne voit pas grand-chose puisqu'eux-mêmes ne savent pas où est-ce qu'ils en sont. Ils ne savent pas où est-ce qu'ils en sont. Et maintenant, c'est les libéraux qui sont en train de frapper sur eux-là. Ils ne savent pas où est-ce qu'ils en sont. Or, les libéraux, mais ils ont eu le pouvoir tout le temps. Ils nous ont imposé l'austérité. L'austérité tout le temps, ils sont contents à vous dire, ils ont eu les équilibres budgétaires et beaucoup d'argent de côté. Mais alors, vous avez mis l'argent de côté pour avoir tué et l'éducation et la santé. On a préféré que les gens soient malades, on a préféré que les enfants n'aillent pas correctement à l'école pour mettre l'argent de côté. Et qu'est-ce que vous allez faire de cet argent? Vous allez encore se le partager entre des petits copains. C'est ça? Eh bien, la commission Charbonneau nous a appris des choses quand même, hein, sur les pratiques à ce niveau-là. Donc là aussi, je ne pense pas que... Et puis aussi, ils disent, oh mais l'école obligatoire à 18 ans. Mais le problème, c'est pas ça. 16 ou 18 ans, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est le contenu de ce compte, la politique sur l'éducation. C'est ça qui est important. Ce n'est pas de déplacer un âge de 16 à 18 ans. Donc là aussi, ma foi, nous savons toutes ces choses-là. Et puis cette tendance à la privatisation. On va tout privatiser, on va tout privatiser, on va tout privatiser. Et qu'est-ce qu'ils vont rester? Mais Québec solidaire est là pour reconstituer l'autorité des services publics. L'autorité des services publics. Merci, je crois qu'il me reste un petit peu. Et puis, ma foi, je vais terminer quand même. Hein? Je vais terminer avec notre grand frère qui est le PQ. Parce que là aussi, bien sûr, puisque bon, le PQ, on aimerait être ensemble depuis très longtemps. Bon, mais là, on a comme
l'impression que notre grand frère a déserté un peu nos fondamentaux. Ces idées de gauche-là. La souveraineté, par exemple, c'est un peu comme s'il marchait sur les œufs, là. Alors, il faut marcher. Tu casses les œufs, c'est pas grave, on fait un omelette après. Et on va manger l'omelette quand on casse les œufs. Donc, on marche un peu dessus. Il faut être clair. Il faut être clair dans les idéaux que l'on défend. Même si ces idéaux sont mis à mal, on tient. Je reviens. Donc, évidemment, relever au PQ la revendication de la souveraineté ou de l'indépendance, il n'y a plus rien là-dedans. Donc, voilà, nous allons mener une campagne forte en Chaudière-Appalaches. Nous allons mener une campagne forte ici à Lévis. Lévis va être la source de rayonnement dans sa région. Nous allons développer les transports propres, bien évidemment, entre Lévis et les villes de l'intérieur de sa région. Voilà ce que je voulais dire à ce niveau. Donc, avant d'aller aux questions du journée, s'il restait une intervention, donc clairement, comme candidat dans le Lumière Frontenac, tu voulais ajouter un petit quelque chose par rapport à l'enjeu de. On a parlé de la seigneurie tantôt. On se va expliquer un petit peu plus qu'est-ce que c'est cet enjeu. Merci, Jean. Ici, la barre est haute. Je suis venu en Lumière pour m'opposer. Je milite énormément dans la région où je vis, la rive nord de Montréal. Et là, j'ai acheté la maison familiale pour m'opposer. J'ai acheté en novembre, en février, Michael Binion, le lobbyiste actuellement qui semble vouloir développer un appui au niveau du pétrole au Québec pendant la campagne électorale, a annoncé qu'il voulait faire des projets pilotes dans la seigneurie de Lotbinière, en fait relancer le fonctionnement des puits de gaz de schiste de Lotbinière et de Saint-Édouard. Donc, lorsque j'arrive dans la maison familiale, je me ramasse dans une situation où il y a une nouvelle lutte à remettre en place. Parce que je veux vous situer, là, la forêt seigneuriale de Lotbinière, c'est dans le village de Leclercville essentiellement. Il y a 10% à peu près qui est situé dans le Val-Alain, 10% qui est dans le Joly et un autre pourcentage qui est dans une autre municipalité, Saint-Édouard. Saint-Édouard, d'ailleurs, c'est une réserve écologique. Je pourrais en parler dans le détail si vous avez des questions. Oui. Donc, et là, on a un enjeu majeur dans la région parce qu'on a le dernier grand bloc forestier de 163 km² qui est entre Montréal et Québec et qui est menacé. Maintenant, le gouvernement actuel, en fait, qui quitte maintenant, et on espère qu'il quitte définitivement, laisse encore, a annoncé récemment, juste avant la campagne électorale, qu'on arrêtait la fracturation hydraulique dans le gaz de schiste, c'est très spécifique, pour les plaines du Saint-Laurent. Maintenant, on n'a pas la garantie que ça ne touche pas d'autres formations rocheuses. On n'a pas la garantie que ça touche toutes les formes de pratiques de fracturation qui ne seraient pas chimiques. Donc, ils se sont laissés une porte ouverte, on a eu les règlements, on est en attente, on a des gens actuellement, bon, je dis on, les gens, moi je suis ici au niveau de la VHQ, regroupement Vigilance Hydrocarbures Québec. Donc, on n'a pas la garantie actuellement que tout est terminé au niveau de la fracturation dans la forêt. Là, je veux que les gens se mettent dans l'état d'esprit que si on fracture, on commence à fracturer dans la forêt seigneuriale de Lotbinière, c'est pas un puits, c'est pas 10 puits. On va vouloir rentabiliser un gazoduc qui va aller approvisionner les puits qui ont été vidés, les puits naturels qui ont été vidés à Saint-Flavien. Et on va faire en sorte d'avoir un approvisionnement local pour le gaz. Donc, c'est ça l'objectif de l'industrie. Donc, on parle de nombreux puits et on parle de la transformation de la forêt seigneuriale en un site de production d'usines lourdes
de production. On parle de la transformation et de la destruction à peu près complète de la forêt. Et pour moi, c'est quelque chose qui est absolument incroyable. On a dans la forêt seigneuriale, actuellement, une industrie acéricole. Mais on se comporte avec cette forêt-là actuellement. En fait, c'est un terrain de jeu pour les gens des ministères qui sont à Québec actuellement, au niveau du ministère des Forêts. Et ces gens-là vont étudier, tester différentes pratiques dans la forêt seigneuriale et toutes les redevances sont payées au gouvernement. Donc, ils récoltent tout et actuellement, cette forêt-là n'est pas utilisée au bénéfice de la population. Le potentiel au niveau acéricole est énorme. Vous avez des millions d'entailles actuellement. On a une des plus grandes concentrations dans la forêt seigneuriale d'érablières à peu près dans toute la région. Éliminons toute la région de l'érable, mais dans la région de l'Aubinière-Lévis, on a une concentration de production, mais on fait de l'extractivisme. C'est-à-dire qu'on extrait le sirop, on l'exporte pour être distribué ailleurs. Il n'y a aucune retombée, il n'y a aucune possibilité d'aller à la cabane à sucre dans le secteur de la forêt seigneuriale, tout en une très grande concentration de production acéricole dans la région. Donc, à mon avis, on a là un lieu qui est central pour nos communautés, les gens de Lévis, puis on pourrait très bien aller utiliser régulièrement le sentier des Trois Fourches, 15 km qui longe la rivière du Chêne, qui est un canyon, qui est très agréable, c'est spectaculaire à voir, ça pourrait devenir un attrait important au niveau du plein air. La rivière du Chêne est une excellente rivière au niveau du canot. On a la baie qui est de Leclercville, en fait, qui est un endroit où on peut aller faire du kayak sur le fleuve. On a un actif au niveau plein air d'une valeur inestimable et actuellement, il y a des pressions pour qu'on détruise cet endroit-là. Et c'est le cœur de la municipalité de Leclercville. Et c'est curieux parce qu'on a la municipalité de Leclercville qui est en dévitalisation, puis elle s'est fait voler littéralement son principal actif économique au début des années, à la fin des années 60, début 70. Et là, personne ne fait rien, personne ne semble être au courant des enjeux relatifs. Donc, une des raisons pour lesquelles j'ai accepté de me présenter pour Québec solidaire, c'est que, je savais que Québec solidaire pourrait mettre cet enjeu-là à l'avant-plan de la campagne électorale, et que, on pouvait mettre la lumière sur un actif régional extrêmement important qui, actuellement, est menacé d'être totalement spolié. Je dis spolié parce qu'on envisage d'augmenter la coupe dans la forêt seigneuriale, peu importe si on a des arbres centenaires et des secteurs près de la rivière du Chêne, qui sont des arbres qu'on devrait conserver à long terme. On ne s'en soucie pas pour l'instant et le ministère des Forêts a fait des consultations et on envisage la mise à l'enchère de droits de coupe supplémentaires sans aucune transformation locale. Donc, on parlerait de couper des arbres et de shipper ça à l'extérieur, encore de l'extractivisme de la forêt. On a un enjeu majeur et j'espère avoir la solidarité des gens pour protéger cette forêt-là, cet endroit-là. C'est une des raisons qui m'a poussé à devenir candidat et je vais marteler cette question-là tout le long de la campagne électorale dans l'Aubinière frontale. Donc, je vous remercie. Les candidats Olivier, Fernand, puis Benoît. Alors, donc, je ne sais pas si on a un journaliste ici, le journal de Lévis. Donc, on va commencer par les questions des journalistes. Ensuite, on prendra une petite pause pour un échange. Ça vous va? Oui. Oui, pour commencer, il y a beaucoup de partis en liste lors de cette campagne électorale. Qu'est-ce qui distingue le programme de Québec solidaire des autres partis qui sont en liste lors de ces élections? Ben oui, la grande différence quand même, c'est sur le plan idéologique. Nous sommes un parti progressiste, un parti humaniste, un parti féministe, un parti qui sincèrement se bat pour l'égalité sociale. On ne peut pas le dire quand on observe la scène politique
aujourd'hui que ça existe dans les autres partis, notamment le Parti libéral, qui est resté au pouvoir pendant très longtemps. Et la grande différence aussi, c'est quand même notre politique de transition économique, là. Il y a quand même, regardez l'offre politique des autres, qui porte l'environnement comme un enjeu essentiel. Vous le trouvez à Québec solidaire, parce que c'est à partir de cet enjeu que nous allons pouvoir transformer notre société de façon propre. Ça, c'est très important, de façon propre. C'est-à-dire qu'on va progressivement réduire tous les produits à base d'énergie fossile. Et puis promouvoir, n'est-ce pas, la nature, l'énergie verte, je ne sais pas si on peut le dire, mais c'est une marque. Et puis voilà, ça c'est notre cheval de bataille. Les autres aussi, là, je vais rajouter quelque chose. Il y a une femme dans son c'est ça, c'est notre parti, c'est vraiment un parti qui veut aussi fonctionner de façon différente. C'est de partir des besoins des gens de nos concitoyens. Si nos concitoyens viennent nous dire on a besoin de ça. Et à partir de ces besoins, on va faire des lois. Au lieu de partir avec un chef qui dit moi, qu'est-ce que je veux, c'est telle chose pour mes concitoyens, et on doit choisir, on a cette offre-là, quelle offre qui nous convient le mieux. Non, c'est vraiment de dire, partir par en bas, dire, qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez ça, on va vous l'appliquer, on va faire les lois en sorte pour que vous ayez ce que vous voulez. Dans une autre idée, surtout à Lévis, le dossier du troisième lien fait beaucoup jaser depuis plusieurs mois. La position, pour vrai, oui, la position de Québec solidaire au niveau régional sur ce dossier-là, selon vous, quelle est votre position là-dessus? Le troisième lien, c'est sûr qu'on en parle beaucoup, et on commence un petit peu à éclater d'en entendre parler, parce que pour nous, c'est pas une alternative. C'est clairement pas une alternative d'ajouter un lien supplémentaire, d'injecter des milliards de dollars pour des infrastructures qui vont être éventuellement à entretenir d'ici quelques décennies, qui vont booster, on va dire, l'étalement urbain. Les promoteurs immobiliers vont être très contents de ça. Mais ce n'est pas un choix responsable. Et nous, on ne va pas dire ce que les gens veulent nécessairement entendre, on va dire ce qui est réel, ce qui est vrai. Les études sont là, ils le démontrent. Il faut agir maintenant sur les gaz à effet de serre, la pollution, les problèmes que ça représente, le transport. Puis il y aurait des solutions très efficaces pour diminuer la congestion. Pour vous, c'est quoi ça? Mettons, le télétravail, ça serait de mettre des heures de travail différentes aussi. Parce que la congestion, elle m'attend pendant 1 heure et demie, 2 heures. Moi, je pense pas que c'est un choix responsable. Ça coûterait très cher. On mettrait une portion de cet argent-là en transport en commun, augmenter la fréquence, augmenter la qualité du transport en commun, réduire de moitié, comme on le propose au national, le prix du transport en commun. Ça inciterait les gens à le prendre, plus que les gens le prennent. Parce que vous savez, c'est l'énigme de la poule et de l'œuf, hein, ça. Les gens disent que les autobus sont vides, pourquoi qu'on les prendrait? Ben, nous, on veut initier, on veut briser cette inertie-là pour que les gens commencent à utiliser le transport en commun, puis les routes vont se libérer, puis ça va se résoudre sans des infrastructures supplémentaires et des dépenses de milliards, etc. Pour rajouter ça, comme on dit tout à l'heure, l'achalandage, le problème, c'est les heures de pointe. Sinon, le reste du temps, la circulation est fluide. Donc, comme il disait, si on améliore le transport en commun, là, on fait une campagne sur couper les prix en deux. Éventuellement, la gratuité, ça incite encore plus les gens à les prendre. Ça fait en sorte que pour le transport en commun, ce serait plus facile. Si on augmente la fréquence des traversiers aussi, on pourrait rajouter un autre point. Les traversiers, s'ils pourraient être là pour les heures de pointe, justement, il y aurait moyen de voir aux besoins qui est là plutôt que, comme il disait, faire véritablement urbain avec un point qui joint qui va faire le Puis qu'est-ce que vous répondez aux gens qui diraient là, que c'est la très grande majorité des gens à Lévis là, qui veulent que ce projet-là se réalise? Selon les données sondages, on parle de 70-75% des Lévisiens qui veulent le troisième lien à l'Est. Qu'est-ce que vous avez à rajouter? Nous avons aussi, la démarche de Québec solidaire aussi, c'est une démarche qui est pédagogique. Il faut le savoir. Parce que les gens ne savent toujours pas les conséquences d'un acte que l'on pose. Donc nous aurons, n'est-ce pas, le loisir d'expliquer à nos concitoyens que, évidemment, le problème, le troisième lien, ce n'est pas nécessaire. Il nous suffit tout simplement de revoir nos comportements sur les routes
évidemment faire la promotion de ce qu'on veut dire, pour que les gens comprennent qu'au fond, en réalité, il n'y a pas un besoin de troisième lien. La démarche pédagogique, à mon sens, c'est dans les vies, on a regardé le profil du DGE de la population, de l'ASH, par exemple, je savais que pour 90% des gens, ça leur prend 30 minutes pour se rendre au travail en voiture. Il y en a 10% que c'est 45 minutes et plus. Voilà. Alors donc, comme je disais tantôt, qui sont les promoteurs? Vous dites que la population est en faveur. Mais quelle voix on entend dans les médias faire la promotion du troisième lien? Des gens qui sont des promoteurs immobiliers ou des gens qui sont près des promoteurs immobiliers. C'est sûr qu'il y a des gens qui ont intérêt qu'il y ait un troisième lien dans le coin de Beaumont, parce que ça serait va faire un beau développement résidentiel, ça permettrait d'entrer des entrées de taxes à la ville de Lévis, mais est-ce que vraiment ça répond à un besoin? Puis, donc, il faut voir un peu quels intérêts sont derrière, parce qu'effectivement, il y a des intérêts puissants, puis il faut voir aussi les impacts, comme dit Georges, une question d'impact aussi, tu sais, ça va avoir des impacts majeurs, puis ça va à l'encontre de ce que toute la science nous dit. Il faut changer nos comportements si on veut assurer l'avenir de nos petits-enfants. Le pétrole, il faut se libérer de notre dépendance au pétrole. Et plutôt si un jour on va avoir un troisième lien, pensons à un lien, par exemple, qui fait appel aux nouvelles technologies. Par exemple, le monorail qui pourrait longer le fleuve, qui serait électrique et qui serait une rencontre qui pourrait relier les deux rives. Là, on pense peut-être en 2050, peut-être. Mais il faut penser à des moyens qui sont actuels. Qui sont optimaux. On peut optimiser ce qu'on a déjà pour faire en sorte qu'on n'ait pas de nouvelles structures à entretenir à long terme, pour sauver de l'argent puis offrir des services meilleurs à la population. Oui, c'est bon. Le candidat aussi, dans le fond, pour les gens du budget de sanitaire, c'est qu'il faut développer le transport collectif à Lévis. À Lévis, là, ça manque, dans le fond, il faut renforcer ça. Il faut développer les transports collectifs entre Saint-Georges-de-Beauce et Lévis, entre, effectivement, Bellechasse et Lévis. Donc, entre Lotbinière et Lévis. Parce que Lévis, c'est la capitale, tu sais. Elle offre des services régionaux à l'ensemble des populations de l'Appalache. Donc, on veut que, pour nous, la priorité, transport collectif à l'intérieur de Lévis, puis que Lévis soit relié à ses autres municipalités. Il y en a 136, donc il faut qu'il y ait des échanges fluides, que ce soit vraiment une vraie capitale et non pas une banlieue, parce qu'un troisième lien, ça fait en sorte qu'on se rencontre davantage d'une banlieue de Québec, et c'est pas ce que veulent les citoyens de Lévis et de Chaudière-Appalaches. Quel est votre plan de match, peut-être démarqué dans cette campagne électorale-là? On sait que Québec solidaire, dans les dernières élections, la région de Lévis, Bellechasse, entre autres, c'est peut-être pas le terreau le plus fertile pour les partis politiques de gauche, surtout là, présentement avec une lutte, selon ce que nous indiquent les sondages, une lutte entre le Parti libéral et la coalition de Québec dans la région. Quel est votre plan de match pour vous démarquer, pour attirer plus de votes que lors des dernières élections? En fait, cette campagne-là, elle est historique pour Québec solidaire. Les objectifs financiers à travers le Québec ont été atteints. On est rendu à peu près, on parle de 440 000 $ de financement au national. On a des ressources comme on n'en a jamais eu. On a atteint, on parle de 20 000 membres, si je ne m'abuse. Donc, on en a plus que la plupart des partis. On a vraiment une forme de financement populaire qu'aucun autre parti n'a pour l'instant. Et on se ramasse dans une situation où on est tout près de créer le réel mouvement de population qu'on est capable de mettre en branle. Ce qui est impressionnant lorsqu'on va voir le travail qui se fait au niveau de la coordination générale de Québec solidaire, c'est le nombre de jeunes qui font partie des équipes de travail, des équipes sur le terrain. On a l'impression de plus en plus à Québec solidaire qu'on travaille pour la génération de politiciens qui s'en viennent sur le terrain. Donc, si on peut leur créer une ouverture qui est plus grande que ce qu'on a eu dans le passé, on va être très fiers de pouvoir atteindre cette étape-là. Oui, bravo.
sinon, pour adresser plus directement à votre question, quand on pense se démarquer, je crois que la gauche se distingue déjà d'elle-même. Les trois autres partis tendent à essayer de passer le même message en des mots différents, c'est l'impression que ça donne. Donc, ça va vraiment être de rééquilibrer le message de gauche, d'essayer d'expliquer aux gens comment ils se connectent à leurs valeurs humaines qui sont partagées par tous les gens de la région. Ouais, parfait. Donc, restez là, les candidats. Là, on va suggérer tantôt. Oui, on va enlever le micro. Préférez-vous que, dans la période d'échange, vous préférez qu'on fasse ça tout de suite plutôt que d'attendre le temps après la pause? Aimeriez-vous, parce qu'il y a peut-être des questions. Ouais. OK. Super. Ça va pas donc. J'ai nourri la bête. Des questions, c'est Michel, attention. Je laisse Écoutez, avant que vous partiez, on voudrait se donner 10 minutes de période d'échange. Ça peut être des questions posées aux candidats, ça peut être des réflexions que vous avez eues en cours de rencontres que vous aimeriez partager. Alors, période d'échange. Venez nous voir, changez-nous. Nous autres personnes veulent vous parler, on veut vous entendre. Oui, monsieur. J'ai une question. Je ne sais pas pour mettre quelqu'un dans le programme. Non, mais c'est bien. Vous avez parlé tantôt de CNC ouvert, 5 jours de semaine. Comme quand je te dis. Dégager le système de santé. Comment est-ce qu'ils vont. Y a-t-il un plan avec Saint-Clair pour emmener les médecins au CLSC? C'est certain qu'en ce moment, ce qui a été privilégié par le ministre Barrette, c'est de confier aux médecins de gérer la première ligne, là, pour autant qu'on puisse appeler ça une première ligne, donc dans des GNF. Et nous, ce qu'on pense, c'est que les CLSC, la structure est là, le béton est là, c'est un super modèle qui a été mis en place il y a déjà 25-30 ans. Puis il faudrait remeubler ça parce qu'on est en train de les déshabiller, mais on vide les ressources qu'il y a à l'intérieur des CLSC. Pour répondre plus précisément à votre question, il faudrait certainement négocier avec les médecins, voir à les contraindre ou à les inciter d'une certaine manière pour qu'ils reviennent sous le giron du réseau public, parce que je pense que ça va favoriser en fait. Le secteur Roy est certain que ça va favoriser l'action. Mais c'est pas juste nous qui le disons. Il y a un chercheur qui s'appelle Constandriopoulos, un chercheur en soins infirmiers qui est à l'Université Victoria, qui a sorti un rapport l'an dernier qui disait que la rémunération des médecins actuels, par exemple, entre autres dans son rapport, n'est pas corrélée à l'accès. Autrement dit, d'augmenter la rémunération des médecins comme on le voit dans les dernières années, ça n'a pas amélioré l'accès aux soins. Il parle aussi de changer le mode de rémunération, de changer peut-être un peu de salariat, pour laisser tomber la rémunération purement à l'acte, comme on voit aujourd'hui. Et l'incorporation des médecins. Ça fait partie d'un tout. Simon, si je peux me permettre de rajouter, c'est facile de voir les médecins comme les médecins, et d'oublier que c'est des humains aussi, mais si on revitalise nos régions et on rend ça intéressant d'y habiter, les médecins n'auront pas de problème à y habiter et à aller travailler dans les CLSC non plus. Je pense qu'il y a moyen que ce soit gagnant pour tout le monde, qui en même temps D'une manière ou d'une autre, le gouvernement, ces dernières années, qu'est-ce qu'il voulait? C'était vraiment de promouvoir les GNF afin comme un genre de privatisation du système de santé. Donc, si on dit on arrête de vouloir nourrir le côté GNF, parce que les médecins, s'ils veulent donner des soins à leurs concitoyens, c'est la seule porte de sortie qu'ils ont. Si on leur dit, vous avez une autre porte de sortie, c'est les CLSC, je pense que les médecins vont vouloir revenir du côté des CLSC très facilement parce que pour l'instant, pour donner des meilleurs soins, la seule porte de sortie qu'ils ont, c'est vraiment le privé, GNF et tout ça.
Donc, je voudrais rajouter pour terminer ce point-là il faut comprendre quand même, une fois de plus, le plan de Québec solidaire qui est tout un changement de paradigme. Quand on parle de médecins, nous avons quand même une problématique, non? La problématique des listes d'attente, par exemple. Les listes d'attente. Je les médecins, par exemple. C'est un grave problème. Mais qu'est-ce qui se passe dans le monde de la médecine? C'est comme si un petit groupe fermé. Un groupe fermé. On a une demande en médecin. Mais vous savez que les médecins qui viennent d'ailleurs ne pratiquent pas la médecine ici. Ne pratiquent pas la médecine ici. Et Québec solidaire veut changer cet état de choses parce que ces médecins qui viennent d'ailleurs sont aussi bons, sinon plus expérimentés des réalités. D'ailleurs, on a des immigrants ici et que, évidemment, il faut ouvrir cet espace de médecins aux autres médecins pour offrir beaucoup plus de soins aux citoyens québécois et québécoises et régler ce problème-là. Voilà, ça c'est pas. Ça serait d'engager plus de super infirmières aussi. Oui. D'autres questions, d'autres réflexions? Moi, je voulais juste compléter en disant que, à mon point de vue, il ne faut pas penser la santé juste en termes de médecins et de médecine. Et ça serait intéressant que Québec solidaire l'amène. Parce que dans la population, c'est très bien que toutes les difficultés psychosociales vécues, par exemple, par tous les groupes d'âge de la société, sont tout aussi, sinon plus importantes que l'accès à un médecin. Puis, la prévention. Alors, ça serait bon que si vous articulez une pédagogie, comme vous dites, M. Jean, autour des CLSC, ben, vous pensiez à cette vocation-là qui avait été mise en place de manière originale par les CLSC, de voir aux besoins physiques, sociaux, de santé mentale et faire de la prévention dans les CLSC. Merci de réflexion. Si je peux ajouter un petit mot, le Parti libéral a fait des médecins, des entrepreneurs, au lieu d'être des professionnels de la santé. Québec solidaire remettrait les médecins et des professionnels de la santé au lieu d'en faire des entrepreneurs. Voilà. Pose un bras vers l'arrière. La santé n'a pas de prix. Une question ou une réflexion? Oui, en fait, c'est une question. Pour avoir une meilleure vision, la population en général a une meilleure vision des gens qui sont en accord avec les valeurs de Québec solidaire, qui votent pour Québec solidaire, etc. Est-ce que Québec solidaire, pendant la campagne, va parler du vote, en fond, du mode de scrutin, des votes proportionnels, etc., d'une autre forme qui pourrait donner une vision plus grande de la proportion de la population qui sont en accord avec les valeurs de Québec solidaire, mais qui ne sont pas dans les médias, qui ne sont pas dans le langage populaire des gens. Mais effectivement, en ce moment, il y a consensus entre trois formations politiques représentées à l'Assemblée nationale, la CAQ, le Parti québécois et Québec solidaire. La CAQ s'est entendue avec Québec solidaire, vous avez bien entendu. Ça serait pendant les élections un petit peu, là, mais pour réformer le mode de scrutin, il y a juste le Parti libéral qui tire son épingle du jeu, bien sûr, d'un mode uninominal à jour comme on a actuellement. J'espère que c'est quelque chose qui pourrait se porter dans l'avenir prochain. Ça s'est jasé dans les autres élections, ces choses-là. Sauf que ceux qui font des promesses après coup, abandonnent les promesses, ça serait important de mettre l'emphase sur l'obligation de tenir ces promesses-là après coup. Après élection. Je sais qui vous passe. Vous demandez si on va en parler. Moi, c'est ma troisième élection. Aux deux dernières élections, c'est là-dessus que je faisais campagne sur la réforme du mode de scrutin. C'est ça qui m'a amené à m'impliquer pour Québec solidaire. C'est comme une autre data. Si j'ai l'opportunité d'en parler, c'est sûr que ça va en remettre sur le tapis. Monsieur, faites bizarre. Monsieur? Moi, j'aimerais poser une question sur une certitude. Si je suis Québec solidaire, aujourd'hui, c'est est-ce que vous allez impliquer la population dans une décision, comme une décision majeure, augmenter le taux d'immigrants, des affaires très sérieuses, beaucoup de budget là-dedans. Est-ce que la population va être consultée? Parce que là, on parle de ça, là, un peu au niveau de Québec solidaire. Quand je suis allé dans les réunions à Montréal, il y avait des votes qui étaient pris, c'était
eux autres qui décidaient de ce que quel parti s'en allait. Est-ce que ça va continuer comme ça? Ou si on va avoir un premier ministre ou un dictateur pareil comme Guillaume l'a été ou que les anciens l'ont été? En fait, la meilleure réponse, c'est lorsque la campagne politique repose sur un réel mouvement. C'est un gros travail de mettre les bases d'un réel mouvement citoyen. Et lorsqu'on se construit sur la base d'un mouvement citoyen, un des énormes avantages qu'on a, c'est que la campagne électorale ne se fait pas sur la base de l'argent, elle se fait sur la base de la militance et de l'engagement des gens. Lorsque l'élection arrive, on a pas mal moins de comptes à rendre. Les comptes à rendre, très souvent, c'est ce qui fait en sorte que on est commis et on ne peut plus réellement dire pourquoi on prend telle décision et telle autre décision. C'est le début de la fermeture et de la non-ouverture, en fait, au niveau du fonctionnement politique. Donc, à mon avis, c'est toujours dur de dire comment on va gouverner une fois là. Chose certaine, c'est que les précautions préalables pour ne pas faire ce que les grands partis font, ben, elles sont prises actuellement. Parce qu'on travaille sur la construction d'un réel mouvement. On parle de déjà là, actuellement 20 000 membres, un financement populaire respectant les règles du directeur général des élections. Et je pourrais vous en reparler en détail. J'étais directeur de scrutin dans Terrebonne à l'élection précédente. Je connais la mécanique interne des partis politiques et du processus électoral. Je voulais rajouter ceci. Quand nous disons qu'à Québec solidaire, nous voulons un grand changement, en termes pédants disant, c'est un changement de paradigme. C'est-à-dire que nous voulons changer complètement la façon de faire les choses. Jean-Yves Desgagnés, avec qui je suis à l'UQAM, nous faisons la recherche, par exemple. La recherche que nous faisons sur la pauvreté en Chaudière-Appalaches, nous allons sur le terrain rencontrer les citoyens. Et les citoyens, on les implique aussi dans notre démarche de chercheurs. Nous avons dit que nous, à l'université, ne sommes pas les meilleurs connaisseurs des situations des gens. Donc nous allons, eux, ils sont les experts du vécu. C'est des experts. Donc, ils sont les mieux placés pour connaître les situations qu'ils vivent. Et nous avons un échange de savoir. Un échange de savoir. Où nous nous retrouvons avec ces personnes-là et avec des chercheurs et on partage la connaissance. Je pense qu'avec cette démarche-là, on l'implique dans nos activités à Québec solidaire, ça permettra évidemment aux populations qui vivent des réalités d'être partenaires et de s'identifier, n'est-ce pas, dans la construction des savoirs qui permettront de prendre des décisions. Je crois que c'est important. En vrai, les vrais enjeux en politique, c'est les vrais enjeux pour la population. C'est la population qui dit qu'est-ce qui est vrai. Une façon de faire aussi, c'est de faire des associations. On peut faire des associations locales dans chacun des comtés. Avec les associations locales dans chacun des comtés, tout le monde qui participe vont donner leurs idées sur les enjeux actuels. Puis, il y a du monde qui viennent les représenter pour dans la grande région, comme ici, dans la région Chaudière-Appalaches. Il y aurait 6 associations, des représentants qui viendraient dire, nous, dans nos associations, c'est sûr qu'on pense sur tel et tel enjeu, pas Chaudière-Appalaches. Puis on reprend, on fait un consensus régional qu'on amène au national à ce moment-là pour dire, ben nous, ce qu'on propose, tel enjeu en Chaudière-Appalaches, c'est telle chose. Puis au national, c'est à partir de chacune des régions qu'on fait quelque chose, un consensus par rapport à tout ça. Fait qu'en réalité, ça part vraiment d'en bas, des associations dans toutes les comtés qui viennent dire leurs besoins, leur façon de voir les choses, puis qu'on ramène ça toujours plus haut afin de faire des lois avec ça. Et pour ce faire, ça va prendre de plus en plus de membres dans chacune des circonscriptions pour qu'on puisse... Qui veulent bien s'impliquer, dire qu'est-ce qu'ils veulent. Y a-t-il d'autres réflexions? Oui, je vais une compléter. C'est une très bonne question. Là, je pense que c'est porteur, parce que c'est sûr qu'une fois au pouvoir, il faut changer les choses. Déjà, je pense qu'à l'intérieur du parti, on a changé. Par exemple, on a ce qu'on appelle des cochets.
un homme et une femme. Au début, on s'est fait c'est porte-parole. Donc, effectivement, c'est important. Donc, ça, déjà, en soi, c'est au début du spectre. On voit que le Parti québécois évite un petit peu la parité homme-femme. Là, tu sais, au début, c'était vraiment. Là, tous les partis essayent d'avoir la parité. Fait que déjà, Québec solidaire, tu sais, alors, sa façon même de vivre la démocratie, c'est donné d'enfant un mode de fonctionnement, effectivement, qui veut mettre plus de place aux citoyens. Effectivement, il faut que les citoyens apprennent la place aussi, la responsabilité aussi là-dessus. Puis nous, on la veut, ça. Mais le bout du pouvoir, il commence déjà à avoir une réflexion. Sur, par exemple, tu sais, quand on va falloir aussi redonner plus de pouvoir, par exemple, séparer le pouvoir exécutif du pouvoir législatif, c'est-à-dire donner plus de pouvoir aux députés, faire que les consultations, que les commissions parlementaires aient plus de pouvoir à l'intérieur, qui puissent défendre les positions des citoyens. Donc, oui, au niveau de la façon de gouverner, il y aura des changements apportés pour être plus à l'écoute du peuple et de la population, du que le J'étais hier au lancement Créativité sur Saint-Hubert. D'ailleurs, j'ai amené des affiches qui ont été créées. C'était véritablement impressionnant. On nous a passé une vidéo des artistes qui s'exprimaient sur l'opportunité que leur donnait la création d'affiches. Et ils se sont dit, c'est la première fois qu'on travaille pour un parti politique qui ne nous donne aucun cadre. Il nous laisse entièrement libre de faire les affiches qu'on veut pour la campagne électorale. Et aussi, ce qui était vraiment impressionnant, c'est le fait que tout le monde réalisait ensemble, dans une même salle, qu'on avait là une méthode de communication qui était autre, qui sortait du normal et qui faisait en sorte d'appeler les gens à contribuer. Donc là, maintenant, les gens peuvent, si vous connaissez des graphistes, des personnes qui ont un talent artistique, ils peuvent concevoir des affiches, les mettre sur le site de Québec solidaire, et ces affiches-là peuvent être par la suite téléchargées, imprimées localement et affichées. Donc, il y a vraiment une dynamique qui a été lancée hier, et on est en train, on prévoit en fait que les autres partis vont vraisemblablement voler ce genre de dynamique participative-là qui a été mis en place. Donc, quand on parle de faire les choses autrement, ça se reflète même au niveau de la stratégie de communication de départ de la campagne. Et la question, quand on milite pour Québec solidaire, on met la souveraineté à quel point? On sait que ça vous tente. Chacun va essayer fort. C'est une bonne question. Très bonne question. Moi, je suis militant dans les années précédentes, NPD. Donc, j'ai milité pour NPD fédéral. Moi, ce qui a toujours été important pour moi, c'est le projet de société. Si on présente une direction, un projet de société crédible pour faire autrement, j'embarque. Et si on parle personnellement de souveraineté et de fédéralisme, sans me montrer à quelle destination on s'en va, j'en ai rien à cirer. On fait partie, par contre, on a national, sont convaincus. Oui, c'est ça, non, c'est clair. Donc, moi, je donne mon point de vue à moi, parce que je sais que les gens m'ont questionné là-dessus. Et je vous dis, Québec solidaire, en ce moment, moi, là, c'est parce que j'ai là un parti qui me présente une alternative de société et qui m'a convaincu que la souveraineté est le meilleur véhicule pour le réaliser. Je veux pas d'autre énergie Est. J'ai lutté contre énergie Est, corps et âme, et c'est pas vrai qu'un gouvernement conservateur qui serait réélu ramènerait énergie Est pour nous passer un tuyau. Donc, je pense exactement comme moi. Donc, aujourd'hui, tu peux parler de souveraineté librement avec Québec solidaire. Oui, parce que j'ai aucun problème. C'est exactement ce que j'ai vécu. Tu as une question ou une réflexion? Mais c'est à peu près égal. On ne mettra pas plus d'emphase par rapport aux problèmes d'éducation, aux problèmes de la santé que pour l'indépendance.
c'est toutes des choses qu'on veut mettre en place. Si vous êtes convaincu, vous êtes passionné par un sujet, parlez-nous de ce sujet-là, vous allez en convaincre plus comme ça, mais si on vous force à respecter un plan préétabli de ce que vous voulez parler. Vous voulez militer, allez parler de ce qui vous passionne. Il y aurait une question ou une réflexion? Oui, c'est une réflexion en fait par rapport à ça, c'est que je préfère un Canada de gauche qu'un Québec de droite. Si on n'a pas l'indépendance tout de suite, ça ne me dérange pas, tant qu'au moins on dirige vers une social-démocratie, et non qu'on continue de s'engouffrer dans le capitalisme pur et simple. Es-tu du côté d'Élie, toi? Non. Hey, je ne sais pas, y a-t-il encore d'autres questions ou réflexions? Sinon, je vais me donner un petit droit de parole. Écoutez, tantôt, je me suis retenu quand il y avait une question du journaliste par rapport au troisième lien, puis c'est dit beaucoup de choses super intéressantes. Moi, le troisième lien, c'est une farce. Et ce que je veux juste rajouter, c'est que je pense qu'on se fait. Malheureusement, oui, les sondages disent qu'il y a un pourcentage de la population qui est pour. Il y a de l'éducation à faire. Et les partis, en réalité, ils n'y croient pas. Les trois partis traditionnels, surtout libéraux, ils n'y croient même pas. C'est facile à dire. C'est super facile à dire. On va trouver entre 5 et 10 milliards pour faire le troisième lien dans 10 ans. Mon œil, ils n'y croient même pas. C'est tout simplement opportuniste pour aller chercher des gens. Mais surtout, je vais vous raconter une petite anecdote que j'ai vécue il y a 2 semaines. Je pars de Lévis, je m'en vais sur la rive nord, et il y avait un accident sur le pont de la Porte. Et malheureusement, on était jamais dans le pont Québec. On était poignés sur le pont. Alors là, je pouvais voir le pont de Québec. Tu sais, je suis poigné sur le pont de la Porte, je voyais le pont de Québec. Écoutez, c'est rien de nouveau ce que je vais vous dire. Plus rouillé que ça, tu meurs. Il y a encore une étude qui vient de sortir cette semaine qui dit oh, peut-être que dans 10 ans, il va être rendu dangereux ce pont-là. Qu'est-ce qu'on va faire avec? Il y en a qui vont dire que c'est de l'argent du fédéral, le Pont de Québec. Mon œil, c'est tout l'argent de nos poches, qu'elle soit fédérale ou provinciale. Et on n'est pas capable de trouver 500 millions de dollars pour rénover le vieux Pont de Québec, et on va être capable d'en trouver entre 5 et 10 milliards pour un troisième lien. Mon œil. Je pense que ça illustre bien le problème de la privatisation aussi, parce que le Pont de Québec appartient au CN. Le gouvernement fédéral l'a vendu au CN depuis plusieurs années. Et le gouvernement fédéral n'a même pas de droit, pas d'emprise sur le CN pour l'obliger à l'entreprise. Ils ont vendu une pièce. Je veux juste rajouter quelque chose. Les candidats ici présents sont dans le secret des dieux. Ils sont tous au courant, mais il va y avoir une politique impressionnante qui devrait sortir dans les 2 prochaines semaines. Impressionnante. Je m'en rapproche pas. Eh bien, ça, pour son agace. Fiez-vous à nous. Ça va être un électrochoc. Dans 2 semaines? On va cuisiner avec Diane. On ne sait pas quand. Juste avant le mot de la fin, Jean-Yves, il y avait 2 questions ou 2 réflexions. Moi, c'était simplement pour demander est-ce qu'on donne les noms de famille des candidats. On a eu Benoît Perrault, Diane Vincent, sinon il y a eu des prénoms, Normand, etc. Olivier Baudet. OK. Normand Baudet. Ah, Baudet. Jean Baudet de Clairville. Georges Gomma. Simplement Gomma. Bernard Dorval, comme l'aéroport, qu'on s'est fait manquer par Trudeau. Alors, merci. Et Denis, je ne veux pas étirer, mais Denis, nous, la visibilité de Québec solidaire m'interpelle beaucoup. Je trouve que c'est un enjeu important, c'est pour ça que j'ai eu ma question de tantôt. Je me demandais sur le plan national, est-ce que Québec solidaire tente de s'associer à des figures connues, engagées, qui revendiquent depuis des décennies des choses qui touchent aux valeurs de Québec solidaire, du genre Richard Desjardins, ou autre personne. Je donne un exemple, c'est la première qui me vient à la tête, mais je pense qu'il y a eu beaucoup de gens qui ont revendiqué des valeurs qui sont propres à Québec solidaire, sur le plan environnemental et autres. Puis je me pose la question, je ne sais pas, est-ce que Québec solidaire tente d'aller chercher ces figures publiques-là? En fait, c'était les 10 ans de Québec solidaire, il y a 2 ans, j'y étais, c'était sur Saint-Denis, Saint-Denis, je pense. En tout cas, on avait un message, j'ai été quasiment ému d'entendre ça, pour ceux qui
connaissent Noam Chomsky, c'est un grand intellectuel. Il a enregistré un message spécialement pour Québec solidaire. Moi, ça m'a fait vibrer. Après ça, il y avait Xavier Dolan qui avait enregistré une vidéo. Il s'est désolé pour pouvoir être parmi nous. Hier, au lancement de Catherine Dorion, j'étais là hier à Québec. Il y avait un des chanteurs du groupe À la Claire ensemble, peut-être que c'est moi, grand public. Il y a Brian Dubois était là, il y avait Fred Dubé qui est un humoriste, peut-être moins connu que les grands humoristes, mais bon. Il y a beaucoup d'artistes, de gens qui se reconnaissent dans Québec. C'est des gens qui sont des figures publiques. Peut-être qu'il y en a qui hésitent de le faire parce que ça prend un certain courage quand même. Parce que lorsque tu vends des billets de spectacle, tu ne peux pas toujours avoir une étiquette politique. Et je pense qu'il y en a vraiment beaucoup qui se reconnaissent dans la formation. Une nouvelle expérience, c'est dur en campagne. C'est dur de les faire sur le campagne. On n'est pas dans le secteur des jeux, sur les stratégies de communication au niveau national, mais les stratégies de communication, on n'est pas dans le secteur des jeux, c'est au niveau local. Je suis convaincu, avec ce que vient de dire Olivier, que ça fait partie certainement des préoccupations. On va vraiment essayer. Je pense qu'effectivement, la campagne d'hier, la campagne d'affiches, que ce soit les artistes, sur le secteur que cette préoccupation-là. Et il y avait Céline Bonny aussi, la sœur à Yves Bonny. Alors, pour moi, je pense que si le mouvement, si le mouvement prend de plus en plus d'ampleur, peut-être que ça entraînera ou ça libérera peut-être des artistes qui ont un peu peur de prendre position. C'est embêtant quand on fait le move qu'Alexandre Bagler, on est sûr et certain que ce bonhomme-là s'en irait. À Québec solidaire, oui, c'est comme Québec, moi. Vous en avez dû me poser la question, ça a déjà été mon réponse. Alors, ce qui est vraiment politique qu'Alexandre Taillefer, c'est le passage. On vous en parlerait tout à l'heure ensemble. Le mot de la fin, c'est que la campagne est lancée. Alors, si vous voulez, dans le fond, vous impliquez d'une façon ou d'une autre. Par exemple, ça peut être d'accompagner notre candidat pendant le porte-à-porte, ça peut être de faire le téléphone, ça peut être aussi, il nous manque 400 places pour atteindre notre objectif qui donnerait plus de moyens financiers. Donc, s'il y a des gens là, qui ont un petit peu de moyens d'aller faire un don de, si on peut avoir 400 places d'ici la fin du octobre, on aurait plus demandé pour la campagne. Donc, on a une petite feuille aussi à l'accueil, donc vous pouvez laisser votre nom, vous pouvez dire c'est quoi votre implication. Ça peut être une soirée, ça peut être l'après-midi, alors tout est bienvenu. Okay. Ben voilà. Merci tout le monde d'avoir. Oui. Je pense qu'on a avantage aussi à connaître ce qu'on peut faire à travers la plateforme Mouvement. Oui. C'est un outil intéressant, ça. Oui. Parce que les gens peuvent initier des choses. Vous initiez n'importe quoi comme activité, vous mettez sur Mouvement, vous invitez les gens, vos voisins pour cette activité-là. Fait que sur Mouvement, n'importe qui peut aller sur le site pour pouvoir publier leur activité. Ce qui est intéressant, c'est que mettons, vous avez une idée, c'est que moi, je voudrais faire une rencontre de cuisine. Voilà. Sinon, vous faites la rencontre de cuisine, puis là, vous dites, vous invitez le candidat de la circonscription. Fait que il y a des choses que vous pouvez initier que le mouvement facilite la diffusion de ce genre d'activité-là. Mais c'est d'abord un bon moyen de voir ce qui se passe aussi comme activité dans Québec. N'oubliez pas de laisser vraiment les coordonnées pour qu'on garde le contact, pour le évolue ensemble. C'est très important. Alors, s'il y en a qui n'ont pas signé le bulletin, il y en a qui sont de la circonscription de Lévis, qui n'ont pas signé le bulletin de candidature de Georges ou de d'autres circonscriptions, mais je ne serai pas les parce que je sais qu'il y a des gens de Lévis ici. Alors, vous pouvez signer aujourd'hui son bulletin de candidature. On est rendu à 140 signatures, on avait besoin de 100. 143, on avait besoin de ça, mais on en prend plus parce que Dieu symboliquement, ça prend plus de plus. Donc, si vous pouvez signer son bulletin, ça sera apprécié aussi. Merci tout le monde. Vous parliez d'artistes qui s'impliquent. On a parmi nous M. Mario Paradis, qui est un musicien professionnel. Qui est prêt à faire quelques musiques. Et aussi, j'ai écrit une chanson sur Québec solidaire.
Assemblée